autour de cette table. Et on a 1h30 seulement. Donc ça va être un peu difficile, mais on va y arriver. Merci d'être venu si nombreux, effectivement. Et on va discuter autour de cette table de l'avenir du capitalisme. Rien que ça. C'est pour ça qu'on est dans la maison de la magie d'ailleurs. Et si la question qui se pose, plus peut-être qu'elle ne s'est jamais posée dans des époques récentes, parce qu'il y a une conjonction de crise, dont l'opinion est convaincue qu'il y a une conjonction de crise qui tourne autour de l'idée qu'on ne peut plus continuer comme avant. Voilà. Que ce soit la crise environnementale, le réchauffement, la crise sociale de l'accroissement des inégalités dans le monde, et puis la récurrence de crises financières déstabilisantes dans l'ensemble de l'économie. Ces trois phénomènes qui se conjuguent font qu'il y a une interrogation de fond qui maintenant est assez partagée, assez banale. Ce qui est moins banal, c'est évidemment l'éventail des issues envisagées ou proposées par les uns et par les autres. On va essayer très succinctement de les regarder, tout simplement. Avec donc 6 intervenants, que sont, dans l'ordre de ceux qui vont parler, Patrick Artus, qui est donc professeur à l'école d'économie de Paris, mais chef économiste de la banque Natixis, qui a donc le rôle du financier, qui va nous expliquer, du banquier, qui va nous expliquer qu'on est trop financiarisé et que les actionnaires ont un poids trop important dans les entreprises. C'est un peu paradoxal, mais il va s'en expliquer. Cécile Duflot, qui est directrice d'Oxfam, et qui a été secrétaire nationale de l'Europe Écologie Les Verts, ministre du Logement, et qui donc va insister sur l'aspect de la crise environnementale. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le système capitaliste est peut-être une solution, ou au contraire un handicap pour sortir de ce type et pour régler ce type de problème. Xavier Rago, qui est président de l'Observatoire français des conjonctures économiques OFCE, et prof d'économie à Sciences Po, qui sera plutôt sur le rôle de l'État et sur la possibilité ou pas d'un retour de l'État. On a déjà essayé, hein, mais ça n'a pas forcément marché, jusqu'ici. Isabelle Ferreiras va s'intéresser, qui est professeure de sociologie à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, et qui va s'intéresser plutôt à l'échelon de l'entreprise, qui est la brique de base du système. Pierre-Noël Giraud, qui est prof d'économie à l'école des Mines Paris Tech et à Dauphine, qui a fait un bouquin qui s'appelle L'homme liquide, il n'y a pas très longtemps, et justement sur l'aspect d'exclusion que le système, peut-être qu'il a fonctionné jusqu'ici, mais en place, est-ce qu'il y a moyen d'en sortir. Et enfin, Jean-Paul Paulin, qui est professeur d'économie à l'Université d'Orléans, qui va, lui, prendre une envolée plus large en termes de macroéconomie sur ce qu'il y aurait à faire pour limiter les dégâts et les échecs du capitalisme. Voilà, donc on a très peu de temps, je n'irai pas plus loin en ce qui me concerne, et je vais passer la parole à Patrick Artus d'emblée pour qu'il nous pose le décor. Merci Antoine, bonsoir à tous. Oui, avant de parler des solutions, peut-être essayer de... Alors, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec ce que je vais dire, hein, mais essayer de poser le problème. C'est pas le but, hein. Hein, c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Poser le problème tel que je vois aujourd'hui. Je crois qu'on a eu, il faut reconnaître que, je vais commencer à la Seconde Guerre mondiale, de 1945 à récemment, le capitalisme a exactement fait, un, ce qu'on pensait qu'il allait faire, et deux, a produit ce qu'on attendait de lui. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'on peut partir d'une première idée, c'est que, compte tenu des ambitions qu'on a eues sur cette période, le capitalisme est un succès. Ce qui ne veut pas dire, parce qu'on partie, bien sûr, sera de dire qu'il y a des problèmes, quoi. Alors, c'est un succès en quoi? Alors, d'abord, quelle a été la technologie utilisée? La technologie utilisée, c'est le capitalisme actionnarial, donc c'est la propriété privée des entreprises, c'est le libre-échange, c'est la flexibilisation des marchés du travail, c'est la libre circulation des capitaux, donc la capacité à délocaliser les productions, et tout ceci a, j'y reviendrai, bien sûr, des questions énergétiques,
que ceci a amené une élévation considérable du niveau de vie. Notre niveau de vie a augmenté dans des proportions incroyables dans les pays de l'OCDE, hein, en termes réels, une multiplication par 10 du niveau de vie entre les années 50 et aujourd'hui, une considérable réduction de la pauvreté dans les pays émergents. Hein, si on calcule la pauvreté de la façon dont la Banque mondiale la calcule, on peut débattre, mais on est passé de, alors je vérifie pour ne pas dire de chiffres faux, de 25% de taux de pauvreté il y a 30 ans à 4% de taux de pauvreté aujourd'hui. Bien sûr, c'est la pauvreté absolue, hein, c'est des niveaux de vie en dollars. On a eu donc cette évolution, on a eu un progrès technique tout à fait considérable, les niveaux de productivité ont explosé, la technologie a explosé, et donc je crois qu'il y a de ce point de vue un succès de ce modèle. Sachant que ce modèle avait justement ces objectifs-là, hein, d'augmenter le niveau de vie, de favoriser le progrès technique et de réduire la pauvreté dans les pays émergents. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on est en train de changer les objectifs du capitalisme. Je crois qu'il faut plutôt le présenter comme ça. Et on est en train de lui demander de faire des choses différentes. Et donc, quelles sont les deux, évidemment, difficultés, j'ai des banalités, mais je voudrais rappeler quand même des choses. Un, ce modèle inexorablement, et c'était parfaitement prévu et prévisible, a augmenté les inégalités dans les pays de l'OCDE. On le sait depuis très longtemps, c'est pas un scoop. Si vous réduisez la pauvreté dans les pays émergents, le corollaire, c'est l'augmentation des inégalités dans les pays de l'OCDE, parce que vous transférez dans les pays émergents l'industrie peu sophistiquée, pour faire ça. Et donc vous fabriquez ici la fameuse bipolarisation, hein, vous enlevez les emplois intermédiaires, les intermédiaires partent dans les émergents. Donc voilà, on le savait, on sait depuis 100 ans, mais on le voit, hein, et donc il y a une forte augmentation des inégalités. On sait aussi, c'est des travaux américains que je trouve assez puissants, qu'il y a un lien entre inégalité et innovation. Aux États-Unis, dans les villes ou dans les bassins d'emploi, où les inégalités de revenus au sens Piketty, hein, c'est-à-dire les unités extrêmes de revenus, sont les plus importantes, sont aussi les endroits où il y a le plus d'innovation, de nouvelles entreprises, de dépôt de brevets, etc. Hein. Donc on sait aussi ça, qu'il y a un lien d'une certaine manière entre innovation et inégalité. Et puis le second rejet, évidemment, aujourd'hui, c'est la question climatique. Hein. Ce modèle a été basé sur l'utilisation intensive des énergies fossiles. Alors à nouveau, je vérifie les chiffres. On a multiplié, depuis la guerre, hein, on a multiplié la consommation de gaz naturel par 300. Par 30, par 30. Le graphique est tout petit, par 30. La consommation de charbon par 4. Et la consommation de pétrole par un peu plus de 10 depuis la guerre. Hein. Donc évidemment, ce modèle est extrêmement goulu, gourmand en énergie fossile. Aujourd'hui, on a évidemment le problème du climat, mais dans les années 60, cette question ne se posait même pas. Donc voilà, donc je pense que la question, alors si mes voisins sont d'accord, donc il faudrait qu'on débatte ce soir, c'est de dire, voilà, on est en train de redonner au capitalisme d'autres objectifs, hein, que ceux qui ont été ceux de la période 1945 2010, disons pour faire simple, hein, c'était simplement un objectif d'élévation du niveau de vie, de progrès technique et de réduction de la pauvreté dans les pays les plus pauvres. Vous avez revu le rapport de la Banque mondiale il y a quelques jours, hein, qui montre que les pays les plus pauvres qui s'intègrent dans les chaînes de valeur des multinationales sortent de la pauvreté. Hein, donc c'est quelque chose qui est quand même relativement important à redire. Et donc aujourd'hui, on dit, mais vous devez ajouter deux contraintes. La contrainte numéro 1, c'est de réduire les inégalités dans les pays riches, les pays de l'OCDE, et la contrainte numéro 2, c'est de respecter les engagements climatiques internationaux. Alors je ne vais pas du tout avancer sur les solutions, je vais juste dire ce qui est déjà fait, quelque chose qui change énormément, et c'est par rapport à la première contrainte, c'est l'Organisation mondiale de la production. On en parlait ici même à Blois l'année dernière déjà. On est en train, les entreprises sont en train de sortir des chaînes de valeur globales, mondiales, et de revenir à des chaînes de valeur régionales. C'est quelque chose, il faut voir que c'est une perte d'efficacité. C'est mieux d'avoir des chaînes de valeur mondiales du point de vue de l'efficacité pure. Et quand vous faites des chaînes de valeur régionales, d'une part c'est moins consommateur d'énergie, et d'autre part vous réduisez la question des inégalités, puisque vous maintenez la production au voisinage des acheteurs des biens. Et ceci est très très bien documenté, enfin sur ça a commencé. Hein, donc le capitalisme redevient moins mondial et plus régional. Puis sur le climat, on en parlera après. Je crois que le vrai sujet ensuite,
c'est de définir les rôles respectifs des États, des entreprises et de la finance dans la question climatique. Les entreprises réagissent extrêmement puissamment aux incitations. Je suis aussi, comme disait Antoine, président, je suis dans quelques conseils d'administration, je suis qu'économiste, mais j'observe que les entreprises sont d'une réactivité incroyable quand on leur donne des bonnes incitations. Donc il faut que les États le sachent. Moi je suis plutôt partisan d'un modèle où les États mettent en place les bonnes incitations. Je crois qu'il ne faut pas que les États se disent on va faire gérer ce problème climatique par les entreprises. Bon, voilà, par exemple en Europe, il ne faut pas que les États disent on n'arrive pas à mettre en place un prix européen du CO2, donc on va faire porter le poids aux entreprises. Sans prix européen du CO2, elles vont devoir réduire leurs émissions de CO2. Elles le feront peut-être, mais si on leur met un prix du CO2, dans l'instant, elles vont s'adapter et elles vont réduire leurs émissions de CO2. Donc voilà, je pense que le bon modèle, c'est le modèle où les États mettent en place les bonnes incitations, et ensuite, le capitalisme, sous ces contraintes incitatives-là nouvelles, est capable de réagir de façon extrêmement rapide et extrêmement efficace. Bien, bon, est-ce que c'est bien fait une transition directe, est-ce qu'effectivement le capitalisme tel qu'il fonctionne actuellement est en mesure de s'adapter, de changer pour répondre à ce défi environnemental, avec des incitations, sans incitation, avec des contraintes, sans contraintes? Comment on peut, le système est-il en mesure de pallier la crise qu'il a générée? Alors, je vais faire la transition avec ce que vient de dire Patrick en répondant à votre question sur les objectifs qu'on a assignés au capitalisme depuis 1945. On n'a pas assigné d'objectifs au capitalisme. C'est un modèle de fonctionnement qui a quand même pour base et pour principe l'accumulation du capital et le profit comme logique de redistribution et de maximisation, et avec un objectif prioritaire qui est la maximisation du profit. Ensuite, les objectifs qui sont assignés le sont dans un cadre politique. Et donc ce capitalisme a été encadré de manière très différente entre 1945 et aujourd'hui. Il a été, d'ailleurs sur un trend historique, de moins en moins encadré. Donc il s'est libéré des contraintes politiques qui lui avaient été mises, et donc il est allé au bout de sa logique dans laquelle on se trouve, et là je rejoins ce que dit Patrick en nuançant, ce ne sont pas seulement dans les pays du Nord pour raccourcir que les inégalités se sont creusées au détriment des pays du Sud. Les inégalités sont très puissantes dans les pays du Sud, puisque une partie du transfert de la valeur s'est faite au profit de quelques-uns dans ces pays du Sud, ou de entreprises ou de propriétaires des pays du Nord bénéficiant d'une manne à la fois en matière de ressources naturelles et de travail et d'humains des pays du Sud. Donc le capitalisme en 2019, en fait on en voit effectivement ses limites intrinsèques, et l'une d'entre elles à mon avis est l'incapacité totale de gérer le long terme, c'est-à-dire que tous les économistes qui se sont entraînés à expliquer qu'il y avait des mécanismes possibles de régulation interne du long terme dans un système capitaliste se sont cassés les dents, et nous y sommes. C'est-à-dire que la machine s'est emballée elle-même, elle s'est emballée dans la prédation des ressources naturelles, en aboutissant à un système qui est un système qui trouve ses propres limites physiques, ses limites physiques étant celles de la planète Terre, et deuxièmement en creusant les inégalités de manière extrêmement forte, avec dans un premier temps effectivement une réduction de la pauvreté, mais une augmentation des inégalités toutes ces dernières années au profit d'une catégorie des 1%, voire 0,1% qui deviennent de plus en plus ultra riches dans des proportions qui sont maintenant complètement délirantes. C'est les chiffres que publie Oxfam depuis plusieurs années sur la valeur détenue par les 50% les plus pauvres de la planète et par combien de milliardaires. Aujourd'hui, cette année, enfin, en 2019, c'est 26, donc on peut discuter de la méthodologie, ça c'est pas un souci, mais même à méthodologie constante, l'année dernière c'était 42, l'année d'avant 65. Donc ce phénomène de concentration dans des proportions on a mal à concevoir même intellectuellement est évident. Mais la destruction du système naturel, et pas seulement la crise climatique, la perte de biodiversité, la pollution durable de certains écosystèmes qui deviennent et qui vont devenir de plus en plus, c'est ce qui se passe dans un certain nombre de cas en Inde, inhabitables pour l'humain, c'est-à-dire dont les sols, l'air, l'environnement est si pollué qu'il devient toxique pour les personnes qui y habitent. Ce système-là a montré ses limites. Donc quel est son futur? Quel est le futur d'un système qui a montré ses limites? En fait, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'un système décide par lui-même? Ou est-ce que le politique, au sens noble du terme, la collectivité humaine, est capable de mettre des contraintes? Parce que le capitalisme de 1945, il évolue sous contraintes. Il évolue sous contraintes très importantes en matière de redistribution,
faut quand même s'imaginer qu'aux États-Unis, les États-Unis de Trump, si vous avez vu le livre que va publier Zuckman dans quelques jours, il montre désormais qu'en pourcentage, les 1% les plus riches des Américains payent moins que la totalité des autres Américains. Ce n'était pas le cas sous Roosevelt, le taux marginal d'imposition était de 90%. On a du mal à penser que ce puisse être une réalité, mais je pense que c'est quand même ça qu'il faut comprendre. Ensuite, sur les limites de la planète et les limites physiques, et la question de la crise climatique. Ce qui est certain, c'est que sans régulation publique, sans régulation collective, je dis public et le collectif peut être très large, il peut se faire au sein des entreprises. Je sais que vous avez posé des questions très intéressantes sur comment on régule l'intérieur des entreprises. En tout cas, sans régulation extérieure, aujourd'hui on est dans une situation folle. C'est-à-dire que les investissements dans les énergies fossiles, dont on sait qu'elles sont, et notamment le charbon, les principales responsables de l'augmentation du dérèglement climatique, ont continué d'augmenter depuis l'accord de Paris. D'augmenter. C'est-à-dire que les bonnes intentions, les déclarations, on a ce débat, mais il y a un travail très régulier qui est fait par Oxfam, pas seulement au niveau français, mais au niveau européen, sur les investissements bancaires dans les renouvelables et dans les fossiles. Les banques françaises, qui pourtant ont toutes pris des engagements, ont vu leurs investissements dans les renouvelables régresser depuis 2007. Régresser en pourcentage. Donc on est quand même dans une logique, on voit bien que sans contraintes importantes, on ne s'en sort pas. Donc je crois que là on est en fait à une limite qui est plus qu'une limite physique, qui est une limite de compatibilité avec l'humanité. Et c'est pour ça que, pour aller un tout petit peu et essayer d'ouvrir un peu une porte sur la suite, évidemment qu'il faut changer les règles qui régissent aujourd'hui le capitalisme. Parce que sinon, alors on peut dire il mourra de sa belle mort, il ira au bout de la crise, c'est ce que Gors appelait l'issue, la fin barbare du capitalisme, on ne peut pas s'y résoudre, mais je pense qu'il faut maintenant être dans un moment où on ouvre les yeux. Je le dis en souriant, on est ici au rendez-vous de l'histoire. On n'est pas à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en 2000. Parce que quel futur pour le capitalisme? Moi qui commence à être un peu âgée, c'était pas un débat qu'on pouvait avoir dans ce genre d'endroit il y a même 5 ans. Mettre à l'ordre du jour du G7 la question des inégalités, c'est inimaginable. Si vous regardez les présidences françaises du G7 depuis 1979, on parle de marché financier, on parle de terrorisme international, on parle de soutenir les pays de l'Est. Jamais, à aucun moment, on imagine parler des inégalités. Ça ne veut pas dire qu'on a mis en œuvre les réformes nécessaires, mais en tout cas, je crois que là, il commence à y avoir une prise de conscience assez généralisée que le système capitaliste tel qu'il existe se pousse dans ses propres retranchements et est absolument incapable de s'en sortir. Et donc, pour terminer juste, dans une réunion de banquiers assez récente, les discussions qui avaient lieu entre eux étaient assez, au moment du café, c'est un témoignage de première main, étaient intéressantes sur l'acquisition par certains d'entre eux de propriétés en Norvège, conscients des conséquences, y compris aux États-Unis, du dérèglement climatique, en disant la Norvège, on a étudié, etc. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est la capacité de décision rationnelle de ces gens extrêmement fortunés, dont les bonus ont explosé parce que c'est pour ça qu'ils continuent à investir dans les fossiles, la rentabilité à court terme est importante, mais qu'ils ont la conscience de la nécessité de fuir une situation qui sera une catastrophe collective, y compris pour les pays du Nord. Donc je pense que finalement, et c'est là où c'est intéressant, la maturité, y compris des banquiers, y compris de ceux qui sont les principaux bénéficiaires d'un système court-termiste, est suffisante pour qu'il y ait une intervention de la puissance publique très forte et de régulation collective très forte, à la fois sur la question des inégalités et évidemment de façon rapide sur la question de la crise climatique. Virago, précisément, est-ce que c'est l'échelon politique, politique au sens large, qui peut agir maintenant si on ne peut pas faire confiance dans l'autorégulation du système? Bien sûr, et on le voit devant nous, mais malheureusement, j'ai envie de dire. Je vais nuancer la chronique de Patrick. Je pense qu'une première étape du capitalisme, je ne parle pas de l'avant-guerre, vous êtes de 1945 à 1970, où le capitalisme, je garde ce mot, je vais le questionner après, intègre la question sociale. C'est la grande histoire du XXe siècle, c'est la constitution des États-providence. Et on n'a plus le recul historique pour voir ce que c'était avant. Avant, il n'y avait pas d'assurance chômage, il n'y avait pas d'assurance maladie, il n'y avait pas d'école. Aujourd'hui, on voit la part de l'État dans l'économie, elle était à peu près de 4-5% au début du siècle. C'était essentiellement les dépenses militaires. Les gens, les vieux, ils mouraient de faim, il faut se souvenir de ça. Après, il y a eu l'intégration de la question sociale et
le capitalisme sous des puissantes forces sociales, on connaît l'histoire sociale de ce pays, et du monde entier en fait, a intégré la question sociale et la reproduction de la question sociale en son cœur avec la constitution des États-providence qui ont complètement régulé les capitalismes. Ça, c'est jusqu'en 1980. 1980, on a un tournant, double tournant, bien sûr la crise des pays développés, Reagan-Thatcher, et aussi le tournant marchand de la Chine qui intègre l'économie mondiale. Et c'est là où je questionne le mot « est-ce que la Chine est un capitalisme ?» Je ne sais pas. Mais vous allez voir pourquoi je ne sais pas. Cette phase-là, où, en tant qu'économiste, je pense qu'il y a eu beaucoup de naïveté qui est intéressée, certes, mais dans les années 1980, on a tout mis sur le marché, on pensait que le marché allait tout faire, politique de la concurrence, indépendance des banques centrales avec seulement inflation comme cible dans la Banque centrale européenne, discipline fiscale, enfin voilà, il fallait que vraiment c'était l'extension du domaine du marché qui allait permettre la coordination et un substitut aux politiques. Souvenez-vous, c'était à l'époque de la fin du RSS, et donc on avait la solution au problème de l'émancipation humaine qui était l'individu libre sur un marché libre. Je vais vite, mais il y avait une idéologie comme ça très forte, il faut s'en souvenir, à la fin de la chute du mur. Ça, je pense que c'était profondément naïf. Je pense que les forces de marché, et je dirais plutôt ça plutôt que le capitalisme, sont profondément déstructurantes. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Bien sûr, la question écologique, je vais y revenir. La zone euro, la divergence dans la zone euro entre les pays. L'Italie va très très mal, puisque l'Italie est à l'honneur à Blois. Je pense que la façon dont on a géré l'Italie dans la zone euro a fait diverger l'Italie, et l'Italie va très très mal. Beaucoup de pays ont divergé, jamais les pays européens n'ont divergé qu'au début de la zone euro. Les inégalités ont divergé au sein des pays. On a eu un processus de divergence non contrôlée et d'accumulation des équilibres dont la crise des subprimes a été, puis la crise grecque, l'expression, mais phénoménale, mais de tendance plus profonde. Donc on est à une phase maintenant, phase 3 du capitalisme après-guerre, et c'est là où personnellement je trouve un peu trop optimiste. Bah, c'est fini, hein. Maintenant la politique est de retour, hein. L'État est là. Hein. Mais l'État c'est qui? C'est Trump, Bolsonaro, Kaczynski, Boris Johnson, je peux vous faire la liste. Hein. On est dans une phase 3 du capitalisme, où on revient à une hiérarchisation entre les États et l'économie, où l'économie est utilisée comme ce qu'elle était au XIXe siècle, malheureusement, comme instrument de puissance des États, de la Chine, de la Russie. Donc on a un retour extrêmement conservateur avec la main droite de l'État, qui nationalise son économie, avec tous les effets bénéfiques qui sont mentionnés. Il y a un raccourcissement des chaînes de valeur. La légitimité de l'État, il faut relire Mauss. Mauss, c'est ça. À la fin de la Première Guerre mondiale, il explique comment les États ont fait croire que c'est eux qui allaient sauver les sociétés et qui ont promu le nationalisme comme idéologie qui leur permettait l'affirmation dans le choc des nations. C'est exactement ce qui se passe. Trump, son mot d'ordre, c'est « reprenez le pouvoir ». Et il dit ça à des gens qui ont l'impression d'être les perdants du capitalisme. Donc on a un retour, donc je ne dis pas populiste non plus, mais on a un retour sur une forme assez connue dans l'histoire, malheureusement, qui est l'anneau du capitalisme, où l'État fait croire que c'est lui, en lui donnant tout le pouvoir, en concentrant le pouvoir, en remettant des frontières, qui va sauver le collectif de la nation menacé par l'ennemi, le bouc émissaire. Bon. Donc on est dans une phase assez connue, malheureusement, de la hiérarchisation entre politique et l'économie. Donc je suis assez inquiet. Assez inquiet parce qu'il y a des critiques, avec beaucoup de collègues, des économistes ou des intervenants qui critiquaient le capitalisme en disant le capitalisme c'est mal, il faut plus d'État, mais c'est trop abstrait parce que maintenant l'État est là et donc c'est pas cet État qu'on voulait, c'est autre chose. Donc il faut être plus intelligent dans la critique du capitalisme et dans l'affirmation des politiques pour trouver une voie progressiste et émancipatrice d'un retour de l'État. Et donc pour être très concret, je pense que la question écologique aujourd'hui, comme la question, est l'équivalent de la question sociale du XIXe siècle. Et on a réussi à changer profondément la structure du fonctionnement du marché pour l'intégrer dans son cœur, avec le droit du travail, avec la modification des gouvernances des entreprises, avec le syndicalisme, etc. C'est cet ordre de grandeur-là des processus institutionnels de régulation du capitalisme qu'il faut mettre en place. La question, c'est quelle sera la base sociale, la force sociale qui imposera ça au système. Est-ce que vraiment les Américains veulent? C'est ça le vrai débat. Moi, j'ai une inquiétude démocratique. Je ne suis pas sûr que les gens le veulent aux États-Unis. J'espère que... Enfin, j'explique mes propres préférences, excusez-moi, je devrais être neutre. Et j'espère que Trump ne va pas gagner les prochaines élections. Et que, voilà. Mais j'en suis pas sûr. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir par tous les gouvernements conservateurs, par Salvini, etc. Donc,
il y a la nécessité de retrouver un chemin d'émancipation avec une base sociale, un processus de régulation et un processus d'intégration dans l'économie et dans son cœur, dans les conseils d'administration et autres, d'une voie progressiste. Je pense que le modèle, parce que je vais être trop long, et Antoine Taverchon va me faire des... Très bientôt. Et je remercie de cette discipline. Que, si j'ai pris l'exemple de la question sociale, c'est que je pense que le modèle de constitution de la régulation du capitalisme, c'est le modèle de l'émergence des États-providence. Si vous reprenez l'émergence de l'État-providence, français par exemple, hein, c'est le mouvement du bourg du travail, c'est vraiment, au départ, c'était complètement hors de l'État. C'était des gens qui faisaient du monde associatif, para-associatif, qui ont créé des innovations institutionnelles qui, après, dans l'après-guerre, se sont institutionnalisées avec l'étatisation de l'État-providence, avec le compromis d'après-guerre. Mais au départ, c'était vraiment l'auto-organisation, avec plein de mouvements syndicalistes, anarcho-syndicalistes, intellectuels, économistes. Léon Walras, le grand économiste libéral, était en fait un très grand anarcho-syndicaliste qui voulait créer des coopératives ouvrières partout. Donc tout ce mouvement-là d'effervescence institutionnelle, on peut prendre exemple et essayer de recréer des éléments de solidarité qui permettent d'intégrer des formes nouvelles d'État-providence. Sur la question sociale, moi je milite énormément sur la question de l'assurance chômage européenne, et je suis extrêmement satisfait de voir que ça avance. Ursula von der Leyen l'a mis dans son axe pour la nouvelle Commission européenne, comme second axe de constitution de l'Europe. Sur la question environnementale, il y a beaucoup à faire, mais là on sent qu'il y a un problème politique, parce que les États-Unis, l'accord de Paris sans les États-Unis, ça va être très compliqué, donc on va espérer que le mouvement qu'on voit arriver aux États-Unis d'une nouvelle jeunesse, qui est la base sociale de transformation, soit susceptible de se cristalliser en expression politique. Pour conclure, je pense qu'on a une bifurcation, soit la main droite de l'État gagne, soit la main gauche de l'État gagne. Personnellement, j'ai exprimé mes préférences et j'en suis désolé, je ne devrais pas le faire. Justement, à l'échelon de l'entreprise, est-ce qu'il y a des solutions issues de la société, justement, qui peuvent tenter de changer la façon dont la brique élémentaire du capitalisme et de l'économie fonctionne, c'est-à-dire l'entreprise. Et est-ce qu'il y en a une possibilité politique? Si au-delà de la description de ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'il y a la possibilité politique que cette chose-là se fasse? Vous allez nous décrire. La question est importante, la deuxième aussi. Hein. Tout à fait. Mais au risque de vous fâcher, Antoine, je voudrais juste quand même adresser cette question fondamentale de l'analyse. Sur quoi on fonde notre analyse justement par rapport à notre, aux possibilités de voir des évolutions futures et des trajectoires plus ou moins soutenables ou intéressantes. Je trouve la discussion absolument vitale qui nous occupe ici, et je vois les choses un tout petit peu différemment sur la relation entre capitalisme et démocratie. Et le lien est évident ensuite quand on va venir à l'entreprise. C'est que, en gros, si vous voulez, je pense que donc, la question de l'État, évidemment, c'est la question que la forme du politique va prendre à un moment donné, et quelles forces sociales vont en fait investir l'État au service de quel projet. Mais pour dire les choses simplement, je pense qu'il faut voir qu'aujourd'hui nous arrivons à un moment de maturité dans la contradiction entre le capitalisme et la démocratie. En fait, ce sont deux régimes de gouvernement, ce sont deux manières d'allouer les droits politiques. Le capitalisme alloue les droits politiques à ceux qui ont du capital, la démocratie alloue les droits politiques en reconnaissance de notre reconnaissance mutuelle comme égaux en dignité et en droit. Ce sont deux régimes de gouvernement qui produisent donc des effets très différents. Et il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas grave si ce sont les papiers, mais que le capitalisme produise les effets qu'il produit, c'est-à-dire il enrichit les plus riches, c'est fait pour ça en fait. Et donc, aujourd'hui, on se trouve dans une phase de maturité de cette crise de confrontation, si vous voulez. Et je pense que là, on n'a pas beaucoup de possibilités. Devant nous, en fait, il y a d'une contradiction, on sort par les deux voies possibles. Soit vous appuyez sur la pédale de plus de capitalisme. Et le capitalisme, donc comme je l'entends comme un régime de gouvernement, c'est-à-dire plus de, si on en fait lecture politique, de despotisme du capital. C'est-à-dire, vous allouez le droit politique aux plus riches. Et vous voyez qu'alors la trajectoire américaine, Antoine ne le mentionnait pas, mais je suis chercheuse associée dans un centre de recherche à l'université d'Harvard, j'observe les États-Unis depuis 15 ans, la trajectoire américaine est vraiment une trajectoire où le despotisme du capital est effectivement en train d'ordonner même le champ politique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons absolument effectivement voir devant nous, c'est que il y a une question de responsabilité là à prendre
consciemment le chemin de plus de démocratie. C'est-à-dire, comme on l'entend Eric Olin Wright, un sociologue américain, il propose de étendre et approfondir la démocratie. C'est-à-dire nous demander dans chaque champ possible, et donc dans l'économie, comment nous pouvons faire avancer le projet démocratique, l'étendre et l'approfondir. Et donc c'est ici évidemment que la question de l'entreprise arrive en plein, parce que là où nous sommes occupés, nous citoyens, au travail, eh bien c'est dans l'entreprise, dans des organisations qui pour beaucoup effectivement sont capitalistes. Et on sent monter aujourd'hui cette colère des citoyens, ces citoyens qui votent pour Trump aux États-Unis. Il ne faut pas se méprendre, les gens qui votent pour Trump, à part une petite minorité de fanatiques, les gens qui avaient voté pour Trump lors des élections présidentielles précédentes, plus de 70% sondage à la sortie des urnes disaient « Je n'ai pas confiance en ce monsieur ». Ils savaient bien que Trump est quelqu'un d'extrêmement problématique, pour le dire poliment. Mais ils n'ont pas confiance, effectivement, dans un système de démocratie représentative qui, effectivement, est sous l'influence du capital. Et donc, ces personnes-là, je pense, ne sont pas irresponsables. Ils disent, nous voulons en fait quoi? Et c'est un petit jeu de mots entre fin démocratique ou fin démocratique. Les médias nous parlent de la fin de la démocratie, F-I-N. Mais en fait, les gens crient leur fin, F-A-I-M, de plus de démocratie. Et la démocratie, c'est avoir un pouvoir d'agir sur sa vie, sur les décisions qui concernent sa vie, sur la société à laquelle on appartient. Et donc, évidemment, au travail. L'entreprise, donc, j'y viens. Alors, l'entreprise, effectivement, là aussi, il y a beaucoup de confusion, et je pense qu'on parle d'organisation économique, mais en fait, il est plus descriptivement approprié de reconnaître que l'entreprise est une entité politique. C'est-à-dire que c'est un lieu de pouvoir qui organise des investissements et qui coordonne, si vous voulez, une action en fonction, qui se donne une série de buts. Et ces buts sont toujours liés à des enjeux d'efficacité et de justice. Comment a-t-on organisé l'entreprise dans le capitalisme au travers d'un instrument juridique qui s'appelle la société anonyme? Cette société anonyme, il ne faut pas de nouveau s'en étonner, cette société anonyme est faite pour répondre aux intérêts de ceux qui mettent du capital. On n'a jamais parlé dans l'histoire de la société anonyme de savoir si elle allait rencontrer les intérêts des travailleurs, les objectifs de respect de la planète, etc. Ça ne fait absolument pas partie, effectivement, de ces ordres de mission. Alors aujourd'hui, et là en France, le débat est très intéressant parce qu'on se trouve face à, effectivement, une tentative de débat animé sur le fait de savoir s'il faudrait donner une mission aux entreprises. Il y a la proposition des entreprises à mission qui a été intégrée dans la loi Pacte. Moi, je ne crois pas beaucoup, j'avoue, à cette possibilité. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut sérieusement regarder la structure en tant que telle. Et que nous n'arriverons pas à, en intégrant, en saupoudrant, si vous voulez, un supplément d'âme, une structure qui a été faite au service des apporteurs de capitaux, nous n'arriverons pas à en faire un instrument de démocratie. Comment je vois les perspectives c'est que je pense qu'il faut plutôt regarder du côté de ce que le mouvement ouvrier, les travailleurs, les syndicats, Xavier Rago en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils ont créé sur cette même période de deux siècles d'histoire du capitalisme? Eh bien, le conseil d'entreprise, le comité d'entreprise qui maintenant en France s'appelle le conseil social et économique. Ce conseil social et économique, qu'est-ce qu'il nous signale? Il nous signale, et les lois Auroux 1982 disaient, le citoyen dans la cité doit devenir citoyen dans l'entreprise également. C'était l'intention. Et l'intention, je pense, c'est celle-là qu'il faut poursuivre. Quand je vous disais démocratiser l'économie, démocratiser l'entreprise. Et donc, ce conseil d'entreprise, c'est quoi? C'est l'assemblée qui représente les travailleurs, dans laquelle les travailleurs peuvent élire des représentants. Je pense qu'aujourd'hui, donc en ayant travaillé sur l'histoire de comment, en fait, les entités politiques dans l'histoire se sont démocratisées, et si vous regardez les 25 siècles d'histoire de la démocratie, ce que j'ai essayé de faire, ce qu'on voit, c'est que l'institution du bicamérisme a été l'institution qui a permis de sortir du despotisme et amorcer la démocratisation. C'est l'histoire au 5e siècle avant Jésus-Christ à Rome entre les plébéiens et les patriciens. Et évidemment, l'exemple moderne qui parle le plus à la situation de l'entreprise, c'est le cas de l'Angleterre. Qu'est-ce que la Chambre des Lords?
La Chambre des Lords, c'est la Chambre des propriétaires. Un conseil d'administration, c'est la représentation des propriétaires ou de leurs intérêts. Et je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui imaginer qu'en mettant au milieu d'une Chambre des Lords quelques représentants des travailleurs, de la société civile, un peu d'environnement, etc., nous arriverons à une vraie démocratisation. Non, il faut prendre au sérieux ce que l'histoire ce que les luttes sociales ont produit, les conseils d'entreprise, il y en a au niveau européen aussi. Ces conseils sont là, il faut les doter des mêmes prérogatives que les conseils d'administration. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, les comités de direction soient, et l'aval, pas seulement du conseil d'administration, mais du comité social et économique, que les travailleurs soient effectivement alignés sur une stratégie d'entreprise. Et alors je terminerai, parce que évidemment je suis trop longue, mais je terminerai par un élément, parce que pour moi il y a une rencontre absolue entre l'urgence démocratique et l'urgence climatique. En 2011, une étude de 3 chercheurs de Cambridge a montré que 73%, que l'on pourrait économiser 73% des énergies, de l'usage d'énergie primaire, en transformant avec ce qu'ils appellent, parce que j'ai été relire en vue de notre débat aujourd'hui, ce qu'ils appellent des Practically Achievable Design Changes. C'est-à-dire que dans tous nos systèmes productifs, il y a des petits changements au niveau du design de nos systèmes productifs que l'on pourrait faire, qui sont donc pas compliqués, qui permettraient de réduire de 73%, pardon, je suis belge, notre usage de l'énergie primaire. Pourquoi les entreprises ne font pas ça? Parce que les travailleurs ne sont pas en position de participer à gouverner les entreprises dans lesquelles ils sont la partie vitale. Donc, je m'arrête là, mais enfin, vous voyez où j'en ai. Quelle est la possibilité politique d'arriver à ce genre de résultat? Bon. Pierre Giraud, sur la question, on a évoqué à plusieurs reprises la question des inégalités, d'accroissement, pas accroissement. Mais en tout cas, vous, ce que vous avez décrit dans vos travaux, c'est vous appelez l'inutilité, c'est-à-dire de l'expulsion de l'être humain des processus de production jusqu'à ce que vous appelez l'homme inutile. Dans quelle mesure, d'abord rappeler un petit peu ce que c'est, parce que tout le monde n'a pas forcément lu, ils auraient le temps de le lire, mais aussi comment on en sort, enfin, comment on revient en arrière par rapport, ou bien comment on progresse plutôt, par rapport à cette situation d'inutilité du travail humain. Oui, alors moi dans la division sociale du travail au sein de cette table, donc j'ai été assigné à ce sujet que je connais un peu, et aussi à essayer de donner des idées concrètes de solutions. Donc je vais faire l'hypothèse que nous avons un capitalisme européen profondément rénové qui se sert de sa main gauche. Bon. Et qui se fixe comme objectif de réduire les inégalités. Quelles devraient être ses priorités? Autrement dit, moi je vais vous proposer le programme minimum d'un gouvernement en mesure de le faire, ce qui supposera, je pense, une certaine déglobalisation, mais je pense que Jean-Paul Paulin va en parler. Bon. Quelles seraient les priorités? D'abord, il faut répondre si on se pose cette question des priorités, il faut se demander quels critères qui permettent de dire ceci c'est prioritaire. Bon. Le critère implicite du capitalisme libéral dont nous sortons, c'était un critère tiré du philosophe John Rawls, qui consistait à lutter d'abord contre l'extrême pauvreté et les inégalités d'accès les plus criantes, pas d'accès à l'eau potable, pas d'accès à l'électricité, pas d'accès à l'enseignement primaire. Voilà. C'était les objectifs du millénaire pour le développement. Mais ça ne disait rien des inégalités. Au-delà de ça, les inégalités pouvaient augmenter autant qu'elles voulaient, du moment que ça ruisselle un petit peu. Voilà, c'est ça le critère de Rawls. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir un critère beaucoup plus exigeant. Et je propose de s'inspirer non pas de John Rawls, mais d'Amartya Sen. Vous savez, la philosophie politique et morale, c'est quand même une spécialité anglo-saxonne. Bon. Et le critère de Sen est le suivant. Une société juste, c'est une société dans laquelle chacun, non seulement au début, mais tout au long de sa vie, a des opportunités d'améliorer son sort économique par ses propres moyens et en interagissant avec les autres. Voilà. Et si je prends ce critère, alors oui, il apparaît que la pire forme d'inégalité aujourd'hui en Europe, c'est l'inutilité. C'est-à-dire le fait que vous n'êtes pas capable, justement, d'avoir accès
au marché du travail, aux autres, aux bons quartiers, aux bonnes écoles, à la formation, à la santé même. Voilà. Donc les hommes inutiles en France, concrètement, c'est quoi? C'est les chômeurs de longue durée, c'est ceux qui sont en temps partiel involontaire ou intermittents. Bon, c'est d'une certaine manière tous ceux qui ne peuvent pas survivre uniquement de leur travail, ou qui survivent de leur travail ou dans des tout petits boulots intermittents qui ne leur permettent pas de progresser. Parce que le critère de Sen, c'est qu'il faut qu'on ait des opportunités de progresser, tout le temps, à tout moment. Bon. Donc, comment lutter contre cette inutilité? J'ai fait les calculs, hein, dans mon dernier livre, d'un indice d'inutilité, et ça augmente dans l'OCDE régulièrement depuis 80, même avec l'embellie récente du chômage. Et même dans les pays où il n'y a pas de chômage comme les États-Unis. Aux États-Unis, ce qui augmente, c'est l'inemploi des hommes de 25 à 85 ans. Ils sont en augmentation régulière. Des gens qui ne sont plus sur le marché du travail, sans doute des électeurs de Trump. Alors comment faire pour ça? Ben, il faut, puisque les gens qui sont inutiles sont enfermés dans des trappes, il faut ouvrir ces trappes. Voilà, il faut ouvrir ces trappes avec des actions spécifiques pour leur donner accès à la formation, avec des infrastructures à la ville, aux autres, etc. Je ne peux pas détailler, j'espère que vous avez compris l'esprit. Bon. Et ensuite, il faut évidemment les aspirer ceux qui sont pris dans les trappes d'inutilité en créant des emplois au-dessus, mais ce sera un autre sujet, je ne vais pas y revenir. Donc ça, c'est un extrême. Et puis ma deuxième proposition, c'est de traiter l'autre extrême. C'est quoi l'autre extrême? Eh bien, c'est les très gros patrimoines. Ces patrimoines de plus de 100 millions de dollars, disons par exemple, d'euros, qui ont été accumulés et qui sont là pourquoi? Et qui sont de plus en plus nombreux, comme l'a dit Cécile, et qui sont de plus en plus riches, et qui sont là pourquoi? Un, parce que soit ils en ont hérité, mais dans le monde actuel, c'est même pas ça. C'est parce que ça a été construit par des innovateurs particulièrement brillants, mais qui ont tous bénéficié de situations de monopole. Vous voyez, Bill Gates et Apple, c'est des situations de monopole. Même M. Bernard Arnault, c'est un monopole différencié de marque, etc. Alors les économistes nous disent tous, le monopole, c'est pas bon. Ces fortunes ont été construites au détriment des consommateurs et, pour ce qui est des fortunes financières, au détriment des petits épargnants. Bon, donc il faut les rendre à ces gens-là. Toute la question, c'est comment? Alors on peut taxer le capital, on peut taxer le revenu du capital, on peut, comme le propose Piketty, avoir une taxation très progressive et punitive à la fin des héritages. Moi je propose autre chose, parce que la taxation par l'État des héritages, à 100% au-delà d'un certain seuil, hein, d'abord ça fait craindre à toutes les classes moyennes que ça pourra redescendre et puis ça finira par atteindre leur maison de famille dans les Cévennes. Bon. Deuxièmement, les gens se disent parfois à juste titre, bon d'accord, mais si on donne tout cet argent à l'État, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va vraiment l'utiliser efficacement? Bon. Et puis enfin, c'est quand même une atteinte, et Piketty recommande cette atteinte au droit de la propriété. Bon. Alors moi je propose une chose très simple, à l'héritage, qui peut être anticipé par le donateur, toutes ces fortunes, là d'un seuil confortable, hein, 100 millions d'euros pour les héritiers, ça permet quand même de démarrer dans la vie, éventuellement de faire comme papa et maman, Bon. Eh bien, toutes ces fortunes sont reversées à des fondations privées qui produisent de façon privée des biens publics sur une certaine liste fixée par les États, santé, formation, lutte contre le changement climatique, culture, recherche scientifique. Mais ce sont les donateurs qui décident ce que va faire leur fondation. Voilà. Et comme ça, on rend, sous forme de biens publics, dont nous avons aujourd'hui tellement besoin, ce que ces fortunes ont accumulé sous l'effet de monopole. Voilà deux mesures qui, je le répète, seraient un programme minimal. Alors, comme c'est le programme minimal, et c'est mon dernier mot, je ne propose pas, moi, de modifier lourdement les revenus primaires, ceux qu'on gagne sur le marché du travail, ou les revenus du capital, par une fiscalité redistributive. Par contre, il y a des principes dont l'un vient d'être heureusement rappelé par Zuckman dans un article récent du Monde, qui est qu'il faut taxer les revenus du capital et du travail de la même manière, évidemment. Il n'y a aucune raison d'introduire une différence. Il faut que cette taxation soit assiette large, qu'elle soit progressive, qu'elle soit limitée. Voilà. Alors, si on veut aller au-delà, dans la réduction des inégalités, on peut utiliser cet outil fiscal-là. Mais moi, je ne propose pas ça. Programme minimal, s'attaquer à l'inutilité en ouvrant les trappes, et ce sont des actions ponctuelles. L'expérience territoire avec zéro chômeur de longue durée est très intéressante de ce point de vue-là. On prend des chômeurs, au lieu de les payer et de rien faire, eh bien, on organise des activités où ils se socialisent, etc. Ce genre de choses, vous voyez. D'un côté, puis de l'autre côté, les grandes fortunes, hop, toutes dans des fondations à la Bill et Melinda Gates. C'est l'exemple que je propose.
Bien, merci. Oui, on est à la fois sur des micro-solutions, plutôt des solutions à des échelles micro, mais là, avec Jean-Paul Paulin, on va plutôt s'intéresser à des solutions, entre guillemets, macro. Et, voilà. Oui. Bon, moi je croyais être celui qui allait faire les propositions, mais en réalité tout le monde l'a fait. Et c'est normal d'ailleurs, parce que ce qui se passe, c'est qu'au fond, sur le constat, il y a un très grand consensus. Hein, depuis Stiglitz, par exemple, économiste bien connu, jusqu'à ce romancier à succès, je veux dire Alain Mac, tout le monde. C'est ça. En l'occurrence, il y a évidemment des idéologies très différentes derrière les deux cas que je viens de prendre. Tout le monde a le même constat. Les trois grands mots du capitalisme, j'y reviens pas. Et au fond, sur les explications, à peu près tout le monde aussi a les mêmes idées. C'est un peu moins consensuel, mais globalement, tout le monde parle du progrès technique et tout le monde parle de la globalisation. Donc, si je viens sur les propositions, il y a, par contre, là, pour le coup, on n'est pas d'accord. Hein, et là, il y a des vrais écarts entre les uns et les autres. Alors, je vais analyser juste 3-4 points qui me paraissent en effet importants pour la discussion, étant entendu que déjà, je crois qu'on a montré nos divergences sur cette question. Le premier point, c'est ce que je vais appeler l'hyperglobalisation. Alors c'est bien, Patrick nous dit, ok, courage, attendons un peu, désormais les chaînes de valeur tentent à se réduire. Sauf qu'on continue à signer quand même des contrats, et sauf que la globalisation, elle continue. Alors, en effet, il est vrai que cette globalisation a eu des effets extrêmement favorables contre la pauvreté et très favorables aussi dans l'augmentation de la production de richesse au niveau mondial. Simplement, le nombre d'économistes qui aujourd'hui semblent faire leur mea culpa, j'en ai lu, il me semble, dans les semaines dernières, une dizaine, qui disent ah ben si on avait su, on aurait dit ce que tout le monde sait d'ailleurs, c'est qu'il y a, lorsqu'il y a une solution coopérative, globalement tout le monde gagne, mais ça ne veut pas dire que chacun gagne, et que donc il y a des perdants, et que ces perdants, il faut les compenser, ce que l'on peut faire, puisque tout le monde gagne. Bon, sauf qu'il y a un moment, tout de même, d'abord la compensation, elle est compliquée, et d'autre part, il y a un moment où cette compensation, elle peut avoir des effets pervers. Lorsque, pour compenser, on augmente, par exemple, la fiscalité, on sait que la fiscalité, elle a aussi des effets distordants, donc des effets qui peuvent être négatifs. Et si je cite par exemple Danny Rodrik, lui dit, à compter d'un certain moment, les coûts de la compensation aux perdants vont dépasser les gains que l'on peut obtenir de la mondialisation. Et à partir de ce moment-là, il faut s'arrêter. Et on a un peu l'impression aujourd'hui que, on est arrivé à ce stade où, dans un certain nombre de pays, au moins, on a passé le seuil où les coûts de compensation deviennent supérieurs aux gains que l'on peut en tirer. Alors, par ailleurs, il faut quand même admettre que nous n'avons plus aujourd'hui les institutions au niveau international qui permettent de fixer les règles qui vont permettre d'accroître l'échange. Parce que les institutions dont on disposait, l'OMC, les institutions issues des accords de Bretton Woods, ces institutions, d'abord aujourd'hui elles semblent moins efficaces, moins consensuelles, et en fait discréditées par le simple fait que ces institutions avaient été créées pour un certain nombre de pays et qu'il y en a beaucoup d'autres qui les ont rejoints et que du coup ça fonctionne pas. Donc nous, disons-le clairement, le multilatéralisme est mort. Et
si on regarde ce qui se passe au niveau climatique, qu'est-ce qu'on observe? On observe que là, vraiment, on aurait besoin d'une gouvernance mondiale. C'est-à-dire, c'est un bien public mondial, il faut que tous les États, ce n'est pas les États pris séparément, c'est tous les États s'entendent, mettons, sur un prix unique du carbone, sans quoi ça ne marche pas, parce que, évidemment, il y a toujours quelqu'un qui a intérêt à sortir des accords. Regardons, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, il fallait qu'il y ait peut-être une institution qui décide. Cette institution, elle n'a jamais vu réellement le jour. Ensuite, on est passé par les accords de Rio à ces fameuses COP qui sont moins restrictives, qui sont moins impératives. Et au bout du compte, on arrive à pas de décision du tout. Enfin, on se gargarise en France des accords de Paris, mais ces accords de Paris, au bout du compte, c'est réellement un échec. Donc, dans ces conditions, c'est très difficile de dire on va continuer à accroître la globalisation parce que les États ont le droit et probablement le devoir de protéger leurs systèmes sociaux, de protéger les valeurs auxquelles elles tiennent, de protéger leurs choix en matière environnementale. La globalisation financière, c'est pire. Alors la globalisation financière, je ne vais pas en faire la liste, on sait les crises à répétition, c'est l'évasion fiscale, c'est la financiarisation des économies, c'est-à-dire le fait qu'on s'est résolu à cette espèce de modèle d'entreprise qui est en fait le modèle d'entreprise anglo-saxon. Accessoirement, cette globalisation financière, elle remet aussi en cause l'indépendance des politiques économiques nationales et tout spécialement, je fais allusion en particulier aux travaux récents de Hélène Rey, elle remet en cause l'indépendance des politiques monétaires. On a le sentiment, et les gens ont le sentiment, qu'en effet des décisions se prennent à un autre niveau, et ceci rejoint effectivement les faillites ou en tout cas les critiques de la démocratie. Deuxième point, la restauration du rôle de l'État. Très bien, on est tous d'accord pour dire qu'en effet, il faut que l'État revienne, parce que c'est en effet l'État qui a fait ce capitalisme dont nous avons la nostalgie, c'est-à-dire au fond le capitalisme des 20 à 30 dernières années succédant la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on attend de l'État? Peut-être qu'il fixe en effet des règles, mais au niveau national. Sans doute qu'il fasse de la redistribution, mais la redistribution, il en fait déjà, peut-être pas assez, mais enfin, c'est pas moi qui ai parlé de ras-le-bol fiscal, et c'est pas si vieux que ça. Donc, il y a un moment où cette redistribution, elle risque de poser problème d'un point de vue politique. Il me semble au contraire que si on veut en effet renouer la cohésion sociale, renouer le lien social, l'important c'est l'investissement public. Et l'investissement public, ce sont les investissements en matière d'éducation, oui, en matière de logement, certainement, en matière de recherche et développement, en matière d'infrastructure, etc. Les inutiles dont parlait Pierre Noël tout à l'heure, bon, c'est ça la question. C'est en effet faire en sorte qu'ils rejoignent le cœur de la cohésion sociale, et pour ça, il faut tout ça. Il faut en effet plus d'éducation, il faut plus de... Mais là encore, la place de l'État. Alors, moi personnellement, je vois strictement aucune raison pour que on contraigne des déficits publics, dès lors que ces déficits publics se font sur les investissements, les types d'investissements dont je viens de parler. Alors qu'aujourd'hui, les déficits de l'État, ils viennent d'où? Ils viennent précisément du fait que l'État dépense, l'État transfère, parce que c'est sa manière de compenser le fait qu'il ne mène pas de politique volontariste et qu'il ne mène pas de politique à long terme.
Troisième point, l'entreprise, je vais sans doute rejoindre ce qui a été dit précédemment. L'État ne peut pas être le seul à être le garant et le porteur de l'intérêt général, ou pour employer un terme que j'aime bien, pour être le porteur du bien commun. Toutes les institutions qui structurent notre cohésion sociale doivent se considérer comme les responsables, les détenteurs aussi de cette cohésion sociale. Mais en tout particulièrement les entreprises. Parce que c'est en effet au niveau des entreprises que se nouent beaucoup de choses. Et justement, cette utilité dont tu parlais. Dans ces conditions, l'emprise des marchés financiers sur les entreprises, il faut essayer d'en sortir. Dans ces conditions, la maximisation de la valeur actionnariale, c'est clairement une erreur. Nous nous sommes alignés sur le système, comme je le disais tout à l'heure, modèle d'entreprise anglo-saxon, qui n'était pas réellement notre modèle d'entreprise en Europe continentale. Ça ne veut pas dire que les entreprises doivent devenir plus efficaces, ça veut dire juste qu'il faut qu'elles regardent sur le long terme, et sur le long terme, en effet, il faut que l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise soient gagnantes. Et ceci est sans doute possible, ça veut dire qu'il faut que les entreprises se posent la question justement de l'engagement de leurs parties prenantes, qu'elles se posent le problème des risques climatiques auxquels elles vont faire face. Et de ce point de vue, ma réponse, c'est l'actionnariat salarié, c'est une bonne chose, et il faut en effet modifier la gouvernance des institutions financières, des fonds d'investissement, qui probablement réagissent à trop court terme, alors qu'ils devraient, du point de vue même de l'intérêt des épargnants, se projeter sur le long terme. Dernière chose, et je dirais à peu près rien là-dessus, c'est la question de la démocratie. En effet, démocratie et capitalisme ont probablement partie liée, ou en tout cas ont eu partie liée durant les années que j'évoquais. Aujourd'hui, le pacte ou le contrat social semble rompu. Les gens ne croient plus, en effet, aux politiques, pour les raisons qui ont été évoquées par les uns et les autres. Et donc, effectivement, que faire? Alors, l'économiste, franchement, n'est pas armé pour répondre correctement à cette question. Juste, je me demande, à quel niveau cette démocratie doit s'exprimer? Alors, on peut dire à tous les niveaux, hein, aussi bien dans l'association d'à côté qu'au niveau international. Bon. Sauf qu'au niveau international, justement, c'est un niveau qui échappe aujourd'hui à cette démocratie. Au niveau local, les gens aiment bien, paraît-il, les maires et la démocratie locale, très bien, sauf que l'architecture de nos systèmes sociaux, elle ne se fait pas au niveau local, et donc, moi j'aurais quand même une préférence pour un retour de l'État-nation. Bien, donc oui, on a dressé un tableau un peu apocalyptique aussi, je ne sais pas si il est partagé par tout le monde. Sur la table, on va bien sûr, il faudrait même, il faut réagir avant que la salle puisse intervenir, que les uns puissent réagir aux propos des autres, ça me paraît important, en effet, puisque dans la série des solutions proposées, les questions de faisabilité et d'opportunité, évidemment, ne se posent pas de la même façon que tout le monde. Donc, qui veut réagir déjà en premier? C'est lui qui a organisé la table au départ, on va lui donner. Et tout le monde va pouvoir. Je voudrais dire en profond désaccord avec la plupart des choses que j'ai entendues. Bon, je suis assez d'accord avec l'analyse de Jean-Paul. L'analyse historique, alors, je ne suis pas rentré dans assez de détails, tu as raison, il y a plus de sous-périodes que ça. Mais l'analyse historique, on est à peu près d'accord. Et l'idée qu'il faut aujourd'hui un système où les entreprises s'intéressent à toutes les parties prenantes de l'entreprise, qui est le climat, les communautés, les pauvres, les salariés, c'est une idée sur laquelle on est tous d'accord. Je crois qu'ensuite, il y a deux grandes façons de traiter ce problème. Il
Il y a la façon consistant à dire on va rentrer les parties prenantes dans l'entreprise, c'est la tienne, c'est celle de Jean-Paul, et on va donc changer les processus de décision parce qu'il y aura de façon substantielle d'autres personnes dans l'entreprise. Et je n'y crois absolument pas. Et je prends par exemple le système allemand où on croit que les syndicats co-gèrent les entreprises avec les propriétaires d'entreprises. C'est juste totalement une illusion. Il y a des vraies réunions du conseil d'administration qui se passent la veille au soir dans un bistrot et il n'y a pas les syndicats et tout est décidé. Donc je pense que ça ne marche absolument pas, ce système où on met les parties prenantes dans les conseils ou dans d'autres instances de l'entreprise. C'est bien qu'il y ait des salariés dans les conseils, je le vois sous l'aspect échange d'informations. Et même les grands patrons français qui étaient les plus hostiles sont devenus favorables à cette idée. Et ça ne change pas le process de décision. Moi je pense que, et c'est là peut-être que je diffère vraiment, je pense que c'est une très grande chance que les entreprises maximisent les profits pour l'actionnaire. Et que c'est un système auquel il ne faut pas toucher. Et je vais l'expliquer après. C'est un système qui rend l'entreprise extraordinairement réactive. Et qui nous amène dans le mur. Mais non, attendez la fin de ma phrase et parce que les entreprises sont capables de réagir avec une vitesse et une efficacité tout à fait considérables à tout ce qui interfère avec la création de profits pour l'actionnaire. Donc moi je suggère de laisser un système où les entreprises maximisent les profits pour l'actionnaire. Et ensuite il faut des États courageux. Pour ça, comme vous voulez. Et je vais donner quelques exemples. Il faut donner aux entreprises un environnement qui les pousse à prendre les bonnes décisions en maximisant le profit pour l'actionnaire. Quelques exemples. Dans les années 70, on s'intéressait au partage des revenus. On peut très bien imaginer que les États se réintéressent au partage des revenus et décident que les salariés doivent recevoir les gains de productivité. On l'a décidé par la loi, on l'avait fait sous Pompidou. Donc pourquoi pas? Le CO2, on a parlé. Bah, tiens, si vous mettez un prix très élevé du CO2, vous verrez que tout de suite les entreprises émettent moins de CO2. Si vous leur dites c'est sympa pour les collectivités d'émettre moins de CO2, bah, elles n'émettent pas moins de CO2. Les règles du marché du travail, le bonus-malus de Muriel Pénicaud, qu'on a tous soutenu, je pense, autour de cette table, bah, ça va marcher. Si vous dites aux entreprises, quand vous mettez quelqu'un à la porte, il y a un coût pour la collectivité, un coût pour la personne, vous allez payer ce coût. C'est un truc qui existe aux États-Unis depuis les années 30. Hein. Les entreprises américaines qui licencient payent 70% des indemnités de licenciement, des indemnités de chômage tant qu'il y a. Bah, les entreprises vont licencier moins. C'est l'intérêt de l'actionnaire de licencier moins et de garder plus longtemps leurs salariés. La concurrence, évidemment, c'est toi qui en parlais, bah, c'est un truc incroyable que l'antitrust américain laisse des gens avoir des monopoles. Non, c'est toi qui en parlais. Avoir des monopoles. Il y a une dérive totale des autorités de la concurrence, heureusement qu'on n'a pas encore en Europe. Et on peut mettre fiscalité. Les États mettent des fiscalités défavorables à l'emploi. Ben, si on met une fiscalité défavorable à l'emploi, ben, il n'y a pas d'emploi. Et on se trouve en France, comme vous ne savez peut-être pas, avec les inégalités de revenus avant redistribution les plus élevées de tous l'OCDE. Plus qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni. La raison, c'est juste qu'il n'y a pas d'emploi. Il y a beaucoup plus de foyers où il y a un seul salaire. Et après, on fait ce que dit Jean-Paul, on met plein de redistributions. Donc voilà, donc, moi je pense que le bon modèle, c'est un modèle où on laisse les conseils d'administration entre les représentants des actionnaires. On peut mettre 2-3 salariés à nouveau, c'est extrêmement... Non mais c'est bien, parce que moi je suis dans plein de conseils et je vous dis que ça se passe bien parce qu'on comprend, les gens se comprennent, ce qui est quand même... Mais ensuite, les États mettent en place toutes les contraintes nécessaires dans tous ces domaines, hein, le travail, les inégalités, le climat. Et vous verrez que le système capitaliste, quand il va devoir protéger ses profits face à ces contraintes, il va être d'une efficacité totalement redoutable. Et bien plus efficace que tous les systèmes bureaucratiques ou basés sur des régulations. C'est la théorie de l'incitation. Cécile, ouais. C'est juste pour mettre Cécile hors d'elle. Pas du tout, au contraire. J'adore l'évolution de Patrick Artus parce qu'en fait, il est d'accord avec un certain nombre de choses qui ont été dites. Il dit simplement qu'il faut changer complètement l'univers des contraintes. Et ensuite, le capitalisme va s'adapter. En gros, il ne va plus du tout fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui, mais on va dire que ça reste. Moi, ça ne me gêne pas. S'il faut le dire comme ça, c'est de la même manière quand vous dites à un enfant qu'il va se brosser les dents et ensuite se brosser les cheveux, qu'il dit non. Il dit je suis d'accord pour me brosser les cheveux et ensuite me brosser les dents, je suis d'accord. Donc, si il faut vous dire qu'on va garder le capitalisme
mais qu'on va lui dire en fait les vols intérieurs en avion c'est terminé, les dividendes vont être taxés à cette hauteur, une grosse partie des bénéfices dégagés devra être investie dans la transition écologique de l'entreprise à hauteur de temps, les banques n'auront plus le droit d'investir dans les fossiles et qu'ensuite le capitaliste s'adapte, on est d'accord. De fait, aujourd'hui... Si les contraintes sont intelligentes, ça ira. Les contraintes sont intelligentes. Mais c'est ça qui me fait marrer, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de problème. Moi, c'est là où je suis d'accord, et donc je voudrais pointer un point de désaccord avec Jean-Paul Paulin, qui est cette réflexion sur il vaut mieux investir, ou il faut fiscaliser, ou etc. En fait, la puissance publique, et donc du coup, là, je ne rentre pas dans le débat État, je dis quel est le pouvoir de la puissance publique. Il est de trois ordres. D'abord, la législation, ce qui est permis et ce qui est interdit. Et en fait, on vit dans un univers de contraintes très puissant qu'on a accepté, y compris des contraintes qui atteintent à notre propre liberté pour notre bien. Et j'y reviendrai parce que pour moi, les éléments de transition, et pour répondre à votre pessimisme de tout à l'heure, je redirais que je crois que ce qui nous arrive en ce moment, c'est la géante rouge d'un système. Vous savez, la vie d'une étoile, c'est une étoile qui vit, ensuite c'est une géante rouge, et ensuite c'est un trou noir. Et le capitalisme destructeur de la planète et des humains, tel qu'on l'a vécu, est dans une phase de géante rouge, et il a produit politiquement les bubons que sont Trump, Bolsonaro, qui vont avec. Enfin, c'est cohérent, il y a une logique totale d'avoir des espèces de fous, et moi j'aime beaucoup l'analyse d'un sociologue américain qui dit la folie de Trump, ce personnage politique, est le dernier avatar qu'un système ultra-capitaliste et de détenteur de très grosses puissances financières a trouvé. C'est-à-dire qu'il faut agiter, un coup on va tuer les Kurdes, un coup on raconte n'importe quoi, pour essayer de faire oublier que le système économique produit des inégalités qui sont devenues insupportables. Quel est le meilleur indicateur de l'insupportabilité sociale des inégalités américaines? L'espérance de vie. L'espérance de vie qui diminue dans un pays comme les États-Unis, qui diminue depuis 3 ans. Quelles sont les deux causes de la diminution de l'espérance de vie aux États-Unis? Les addictions et les suicides. C'est-à-dire les overdoses et les suicides. Ce sont des maladies de la désespérance sociale qui s'expriment de manière extrêmement claire. Donc je crois qu'il faut absolument être conscient quand même du fait que ces politiques-là, ne sont pas une fatalité, mais vont de pair avec un système qui dysfonctionne. Et donc ils sont une illustration finalement avec la perte de sens de la démocratie. Je reviens sur ce que je disais. La législation, ce qui est permis et ce qui est autorisé. Ce qui est permis et ce qui est interdit. Je veux juste dire là-dessus sur la contrainte, l'écologie punitive, la difficulté, je suis d'accord, la corruption est inopérante aujourd'hui. Vous vivez dans un univers de contraintes. Ici, on aurait été ici il y a 20 ans, vous auriez peut-être, 20% de cette salle fumé dans cette pièce, peut-être même 3 intervenants à la tribune. Et tout le monde aurait trouvé ça absolument normal, et même ce qu'il aurait trouvé anormal, c'est s'il n'y avait pas des cendriers posés sur la table. Ça ne viendrait à l'idée de personne d'allumer une cigarette. C'est ça la loi. Ça a été difficile au début, puis finalement, ça va. Mais plus que ça, et c'est là où c'est intéressant, personne, quasiment personne, n'allumera une cigarette dans le salon de quelqu'un chez qui il est invité, sans demander la permission, et même spontanément ira sur le balcon ou dans le jardin. Ou, au pire, ouvrira la fenêtre et se mettra à côté de la fenêtre. C'est-à-dire que le corps collectif ayant produit de la norme, cette norme découle dans la vie des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on est capable d'absorber et de digérer la contrainte. C'est ce premier outil de la puissance publique qui est très très puissant. Et typiquement, pourquoi il faut, pour engager la transition écologique et pour lutter contre le dérèglement climatique, avoir de la contrainte? Parce qu'on ne sait pas se la mettre tout seul. C'est comme ça que vous êtes ici. Vous n'êtes pas des cachalots. Les cachalots, c'est des animaux aussi sociaux que nous, qui aiment leurs petits, qui aiment leurs conjoints, qui ont comme but dans la vie de plonger dans les grandes profondeurs, de manger du plancton et ensuite de jouer. Ils ne construisent pas de bateaux, ils n'essayent pas de partir sur la Lune, ils n'envisagent pas de créer des bombes qui vont détruire leurs océans, mais ils ont une vie sociale très intense. Sans futur, sans nous, c'est différent. Nous, même quand on a satisfait nos besoins fondamentaux, on est là à discuter de pourquoi on s'est mis dans la situation dans laquelle on se trouve. Et je pense que c'est une des grandes forces de l'humanité. C'est qu'en fait, on a inventé, comme on s'ennuie, le problème le plus énorme qu'on puisse penser, c'est-à-dire la mise en péril de notre humanité à l'échelle planétaire, pour essayer de voir si on est suffisamment malin pour résoudre ce problème. Je pense que c'est le produit de l'enjeu général de la fiscalité. Et la fiscalité est un outil puissant et effectivement est le meilleur outil pour gérer les entreprises. Si on dit que ça coûte 100 000 € de licencier un salarié, ça calme. Aujourd'hui, c'est très facile de l'annoncer pour améliorer la valeur de l'action après une annonce boursière dans tel ou tel journal fiscal. Il faut quand même se dire là les choses franchement, le trend fiscal, c'est pas du tout celui du ras-le-bol fiscal,
c'est celui d'une régressivité fiscale à l'échelle planétaire, mais de façon très notable en Europe, et particulièrement en France. Aujourd'hui, on a favorisé les impôts qui sont des impôts non redistributifs, qui pèsent plus sur les plus pauvres, que ce soit la TVA, la CSG ou la taxe carbone. Les 10% plus pauvres payent 2,7 fois plus de taxes carbone en proportion de leur revenu, 2,7 fois plus, pardon, en proportion de leur revenu, que les 10% les plus riches, qui pourtant polluent 3 fois plus. Donc, ce système fiscal, bah, ça, pour le coup, j'ai presque terminé. Dernier point, la commande publique et l'investissement. Et là, je suis d'accord. Effectivement, si on décide de dire que toute la restauration hors domicile, 1, n'utilise plus de plastique, 2, se fournit à moins de 100 km, 3, de produits bio, de façon totalement naturelle, la production va évoluer. Mais je pense qu'il faut absolument utiliser ces 3 outils de la puissance publique, les utiliser au niveau des collectivités locales, dans les entreprises. Et moi, je pense que la piste de la démocratisation de l'entreprise est une piste très importante parce qu'elle met de la responsabilité, y compris du côté des salariés, qui ne sont plus un outil de l'entreprise, qui ne sont plus seulement une force de travail, mais qui deviennent un des acteurs. Mais surtout, cette capacité à penser l'avenir collectivement permet d'intégrer la contrainte. Et pour moi, c'est ça l'enjeu. Et l'enjeu repose sur un triptyque qui commence par 3P, partage des richesses, partage des pouvoirs et protection de la planète. C'est ça l'issue. Ensuite, si le débat doit être un débat sur est-ce que c'est un système capitaliste, post-capitaliste, peu importe. Le sujet, c'est quel est l'objectif. Quels sont les moyens qu'on se donne pour atteindre cet objectif. Je suis moyennement convaincu parce que je suis emballé par l'enthousiasme du flot et j'ai envie de la suivre. Et après, quand je sors, que je vois le monde et que je vois les contraintes d'économie politique dans lesquelles on est, je suis pas sûr que, moi c'est mon problème, que les gens demandent ça dans leurs expressions de leurs revendications. Donc il y a plein de choses à construire. Oui, mais il y a plein de choses. Là, il y a le débat sur la démocratie, le livre de Yashamouk qui montre qu'il y a un recul du sentiment démocratique très fort chez les jeunes qui demandent de l'autorité pour remettre de l'ordre. Ils sont prêts à donner leur pouvoir politique contre des gains économiques de court terme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On fait tout un débat sur le recul profond dans toutes les démocraties développées de la volonté de participer à un gouvernement démocratique. Et ce que je dis, c'est pas étonnant. Vous avez vu Salvini, vous avez vu Boris Johnson, vous voyez c'est ça, malheureusement, la réalité dans laquelle on est. C'est à ça qu'il faut répondre. Petit 1. Petit 2, mais c'est pas pour remettre en cause les objectifs, c'est pour essayer d'aller à l'étape d'après qu'on trouve les moyens pour convaincre des gens qui sont tentés par la dérive autoritaire. Est-ce que c'est un produit du système? Je sais pas. Est-ce que 1914 c'est un produit de l'impérialisme? Oui, ou peut-être. Mais c'est plus compliqué que ça. Il y a des forces sociales dans lesquelles il faut s'engager pour changer les trajectoires. Petit 1. Petit 2, c'est comme un sentiment que c'est un peu malheureux que le capital américain soit notre définition implicite du capitalisme. Ce que tu as dit sur l'actionnariat, le point d'actionnaire, moi je me sens mal à l'aise avec ça. C'est un peu pareil sur ce que vous avez décrit, c'est un peu l'entreprise américaine. Moi je vois en Allemagne, je suis pas d'accord avec toi. La cogestion, elle est intégrée par le patronat. Il y a le chômage partiel qui est très différent quand les gens sont licenciés. Il les rappelle par ordre de licenciement pour intégrer l'entreprise. Il y a les accords salariaux qui sont intégrés avec les entreprises. Le capitalisme allemand a refusé le pouvoir des actionnaires en protégeant des groupes de contrôle avec le système de cogestion. Petit 1, il y a des parties prenantes très fortes. Les grands syndicats sont parties prenantes. Ils ne sont pas tout le temps progressistes. C'est aussi le petit problème. C'est qu'on peut être un grand syndicat allemand et pas forcément être du bon côté de ce que nous on appellerait les progressistes. Point 1. Point 2, l'entreprise chinoise, il y a plein de parties prenantes. Mais il y a le gouvernement local. Il y a l'ordre des salariés, le gouvernement qui vient aussi exprimer des choses. Donc il y a plein de formes d'entreprises avec des parties prenantes qui ne sont pas le pouvoir des actionnaires et qui sont soit progressives, soit régressives. Il faut la transformer de manière progressive. Comment faire? Je pense, quand j'avais certaines fonctions, j'ai essayé de participer à cette loi, on mettait plus de salariés au conseil d'administration. Il y a 2 qui sont 2 salariés dans le conseil d'administration de plus de 12 personnes pour les entreprises de plus de 5000 salariés. C'est très technique, mais il faut qu'il y ait à peu près 49% de salariés dans les conseils d'administration. Point 1. Point 2, il faut former les actionnaires salariés.
faut les former, qu'ils soient au courant, parce que sinon ils sont un peu manipulés par les conseils d'administration. Il faut les représentants, il faut créer des vraies démocraties où on vote pour les représentants avec des programmes, des confrontations, etc., où les gens internalisent des choix entre l'emploi, les évolutions de salaire, les contraintes écologiques, etc. Donc tout ça, ça s'organise dans des institutions qu'il faut institutionnaliser, et il y a des tas d'alternatives au sein d'entreprises qu'on connaît, très réalistes et possibles, du capitalisme actionnarial, qui serait, je pense, tout aussi efficace. Le capitalisme le plus puissant et efficace du monde, c'est le capitalisme allemand. C'est celui qui a la balance courante la plus excédentaire, qui est extrêmement efficace et qui est le plus exportateur. C'est le problème. C'est le problème. Le capitalisme puissant, ça ne veut pas dire un capitalisme ni social, c'est un des pays où les inégalités de richesse sont les plus élevées du monde aussi, en Allemagne, ni écologique. Mais c'est un capitalisme qui n'a rien à voir avec le capitalisme anglo-saxon, qui a résisté au capitalisme anglo-saxon. À nous de définir, non pas un capitalisme, mais une société de marché, où il y a une certaine liberté individuelle de choisir ce qu'on veut, qui soit cohérent avec nos revendications. Il y en a deux, encore une fois, mais là-dessus, on voit qu'on converge. Il y a l'entreprise et il y a l'État. Moi, le petit point de nuance sur le retour de l'État, le problème, c'est que tous les défis auxquels on est confronté ne sont plus dans les périmètres des États nationaux. Soit l'État est trop petit, soit il est trop gros. Donc l'État, c'est la forme traditionnelle, légitime du souverain et toute la réalité des républicaines. Bon. Mais c'est mal ajusté. Soit c'est trop gros, on a besoin d'outils dans les régions. On a besoin des pôles emploi qui suivent les chômeurs vraiment, les bassins d'emploi, les lieux de localisation des logements. L'aménagement du territoire, on sent bien que c'est au niveau régional que ça joue. Un point 2, au niveau de l'Europe, on a tellement de choses à faire. Donc on a un problème, nous aussi, en tant que constructeurs d'institutions, de trouver le bon niveau d'expression de ce qu'on voudrait être la volonté collective pour transformer l'orientation du tissu économique. Et point 3, la petite une remarque que j'avais, mais c'était quasiment marginal, c'est que c'est vrai que les 10% les plus pauvres, si on fait une taxe CO2, ils payent une partie plus importante de leurs revenus. Parce que malheureusement, et c'est le problème, les plus pauvres consomment beaucoup plus de CO2 en proportion de leurs revenus que les plus riches. Si. En volume total, en volume total, c'est bien sûr les plus riches qui émettent plus de CO2, mais rapporté au bassin de leur consommation, malheureusement, les plus pauvres, souvent, ils sont dans la campagne, ils prennent leur voiture pour aller travailler, 2, ils habitent des passoires thermiques qui sont souvent mal rénovés, ils n'ont pas les moyens de rénover, etc. Si vous prenez, et là-dessus, je me permets, c'est pas provocateur, il suffit de voir les données de consommation, vous voyez que les volumes de consommation sont plus importants pour les plus riches, et si vous taxez le CO2, proportionnellement les revenus, les riches ont payé moins de taxes CO2 que les pauvres, proportionnellement à leurs revenus. Donc, oui, mais ça c'est normal parce qu'ils émettent plus de CO2 proportionnellement à leur consommation. Donc le problème maintenant, c'est qu'il faut trouver des outils de compensation, parce que la taxe CO2, et les outils de compensation, je pense, il y a un truc un peu naïf d'économie, c'est de dire, voilà, on va donner de l'argent à ces gens-là. Je pense que ça ne marche pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut créer vraiment les infrastructures, c'est-à-dire des moyens de rénover les passoires thermiques, des moyens d'aménager le territoire, les moyens de changer la localisation entre les bassins d'emploi et les bassins de logement. Pour vraiment réduire les émissions de CO2 en mettant de l'argent public pour l'investissement public. Donc il y a tout un plan d'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire a disparu du débat français, mais qu'il faut penser en lien avec la transition énergétique. C'est pas sûr qu'on ait le temps de faire tout ça, malheureusement. Isabelle, un petit mot. Après, si la salle veut poser quelques questions, on aura quelques minutes quand même. Merci. Mais alors juste sur une question précise, qui est cette question de l'entreprise et du pouvoir dans l'entreprise, pour essayer d'être encore plus clair, parce que je pense que là-dessus, on n'est pas d'accord. Et je crois que c'est justement important que le public puisse réfléchir et se faire son avis en ayant différentes lectures de la situation en tête. Et ici, on a une série d'options devant nous. Là, pour être clair sur ce que moi, la perspective sur laquelle je travaille, c'est l'idée que ça ne tient pas, ça ne marchera pas, d'organiser des îlots de pouvoir au sein d'une société démocratique qui sont des îlots de pouvoir despotiques. C'est une contradiction telle, il y a plein de philosophes politiques qui ont vu ça depuis longtemps, que les conditions de la vie doivent être, si vous voulez, alignées à une culture démocratique si on veut soutenir le projet démocratique.
Alors, si on ne veut pas soutenir le projet démocratique, pas de problème, on peut dire, on trouve c'est très bien, le despotisme, ça marche très bien, ça produit beaucoup de richesses, etc. Très bien, ça peut être une option. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas l'option sur laquelle je travaille. L'option sur laquelle je travaille, c'est dire, il faut prendre très très au sérieux cet idéal démocratique dans le quotidien de la vie de tout un chacun, ce qui va passer par effectivement comment on organise le pouvoir dans nos institutions économiques. Et ça veut dire que la formule des parties prenantes, qui a été disons le consensus sur lequel tous ceux qui n'ont pas été dans la logique américaine de la primauté actionnariale, comme on dit, défendue par Milton Friedman, depuis 40 ans, donc la théorie de la responsabilité sociale de l'entreprise, qui produit aujourd'hui la loi Pacte, le fait d'avoir 2 ou 3 salariés qui viennent effectivement alimenter une réflexion très intéressante. Mais la réflexion très intéressante de qui au sein d'un conseil d'administration? La réflexion, si vous voulez, du despote éclairé. Le despote est peut-être plus éclairé, mais c'est toujours un despote. Et donc, ce que je dis, c'est que ça, ce n'est pas, si vous voulez, c'est pas mieux. Ça ne va pas résoudre les problèmes, et ce qu'il faut, c'est rentrer dans une perspective sérieuse de démocratisation. Et là, l'exemple allemand est très intéressant, parce que l'exemple allemand, il est vraiment à un doigt d'être l'amorce de la démocratisation. Pourquoi un doigt? Parce que le président du conseil reste du banc patronal, et qu'on a 55 ans des représentants autour de la table. Ce qui veut dire que les salariés ne peuvent pas se faire leur avis de manière autonome, et rencontrer à un moment le conseil d'administration, mais en ayant débattu au sein de leur assemblée les projets de l'entreprise et devant trouver en leur sein 50% des voix plus une, c'est-à-dire une majorité au sein de cette chambre. Ce qui est, vous l'entendez, très différent que dans le modèle allemand, où il suffit d'avoir un représentant des salariés qui vote avec le banc patronal pour que le banc patronal puisse dire ah ben, le plus éclairé d'entre nos représentants a voté avec nous, on a une majorité. La majorité n'est pas confortable, donc les Allemands ne font pas beaucoup ça, ils travaillent beaucoup par consensus. Donc ça a produit des effets de culture qui sont massifs et qui expliquent effectivement la puissance industrielle allemande, mais pour moi c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, enfin c'est pas pour moi, si vous voulez, c'est quand on regarde l'histoire politique et qu'est-ce que nous dit la théorie politique sur comment on embraye la démocratisation d'une structure despotique. Voilà. Deux derniers mots. Je ne crois pas du tout à la démondialisation spontanée. D'abord, il n'y a pas une mondialisation, il y a déglobalisation. La globalisation financière, ça continue. La globalisation des firmes, certaines rajoutent, rapatrient un peu de chaîne de valeur, d'autres vont en Afrique, les firmes chinoises viennent en Europe. Si on veut qu'il y ait une démondialisation pour retrouver des marges de manœuvre, il faut le décider. Dans le domaine financier, il faut mettre des grains de sable pour retrouver une politique monétaire et de stabilité financière. Et dans le domaine des échanges de marchandises, moi je suis contre le protectionnisme à la Trump, c'est idiot. Moi je suis pour faire comme les Chinois, imposer des contenus en valeur ajoutée locale. Si vous dites à au propriétaire actuel de l'usine de Belfort, Général Electric, écoutez, vous pouvez fermer l'usine, mais à ce moment-là, vous ne vendez plus de turbines à gaz en Europe. Parce que pour vendre une turbine à gaz en Europe, il faut avoir fait 30% de la valeur ajoutée en Europe. Eh bien, il ne va pas fermer l'usine, c'est aussi simple que ça. C'est pas du protectionnisme classique. Vous brisez en effet les veines de valeur. Et deuxième remarque, je crois que les entreprises sont des automates. Elles réagissent aux contraintes et aux incitations. Je ne crois pas du tout que les syndicats allemands dans les mines de charbon ont voté avec enthousiasme pour la fermeture des mines de charbon. Donc je ne crois pas que la solution soit là. Et deuxièmement, il n'y a qu'à... L'État doit s'en mêler. Il n'y a qu'à... Mais tout le problème, c'est que l'État, c'est quoi? Moi, je suis d'accord avec Xavier Rago. Les vraies questions aujourd'hui, c'est que on n'est plus dans la situation de lutte de classe. On n'est plus dans le système des États-partis qui se font concurrence avec des programmes différents. La véritable crise, la profonde crise, elle est politique. C'est quoi les antagonismes aujourd'hui si c'est plus structuré comme ça a été pendant plus d'un siècle par finalement l'antagonisme de classe? C'est quoi? Eh ben, le risque, c'est que ça devienne des conflits ethno-religieux, que le conflit économique qui est toujours là, bien sûr, s'évanouisse totalement, que personne ne comprenne plus pourquoi il est au chômage, pourquoi il est inutile, etc. C'est ça le véritable danger.
dire à l'État, on sait ce que l'État pourrait faire, on le sait très bien. On sait ce qu'il devrait faire. Mais pourquoi ne le fait-il pas? C'est parce que l'État fait ce que le peuple lui demande. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle ou pas? Je vois pas très bien. Oui, il y en a un. Alors, autre que je vois, qui peut se lever. Voilà, le premier à gauche, là. Ah non, non, il y avait quelqu'un derrière, je n'avais pas vu. Non, mais allez-y. Oui, je voudrais revenir sur l'intervention de l'État, puisque l'intervenant ont insisté sur le retour en force d'intervention de l'État, et notamment tout à l'heure Madame Duflo qui a montré qu'en fait, grâce à la contrainte légale, la population intègre. Vous pouvez parler plus près du micro, parce que je n'ai pas entendu la question. Oui, je vais revenir sur le retour en force de l'intervention de l'État et sur le fait que, notamment Mme Duflo tout à l'heure a souligné que la population intègre parfaitement la contrainte légale. Ça devient un comportement social accepté, normalisé, voire naturalisé quand il a parlé par exemple du tabac. Et moi, je dois dire que ça m'a profondément choquée parce que je me dis que l'État, finalement, déjà on a un ensemble de règles et de lois que même la population connaît très mal. Et là, on voit que même dans notre quotidien, en fait, dans le choix de notre voiture, dans le choix de notre comportement, l'État décide finalement de plus en plus à notre place, au nom finalement d'une espèce de bien commun. Et ça, je trouve ça profondément choquant par rapport à l'idée de la démocratie, qui pour moi est associée à la liberté individuelle. Voilà. Est-ce que l'État doit avoir le monopole des incitations pour concilier tout le monde? Là, on est dans un débat qui va très très loin sur ce qu'est la liberté individuelle. Votre liberté individuelle, elle existe, et notamment votre liberté de femme, parce qu'il y a eu une régulation, une volonté politique et une lutte émancipatrice qui a abouti à un changement des droits qui ont libéré la société et les droits des femmes. Donc, je pense qu'il faut être très clair sur le fait que, et souvent on ne se rend pas compte, vous dites on va nous peser sur notre choix de voiture, on pèse sur tout, et c'est ça, et parce qu'on vit en société pour demain, donc du coup, où l'État va décider tout à notre place. Et sinon qui décide? Moi, à partir du moment où on vit en société, alors ça va, je parlais des cachalots, mais je pourrais parler des fourmis, je pourrais parler toutes les sociétés collectives se dotent de règles qui s'exercent de manière différente. Chez les gorilles, de temps en temps, il y a les combats du grand mâle pour vérifier qui va être le grand mâle dominant, et ensuite il choisit sa femelle. Et puis il distribue les autres femelles aux autres. Alors, facialement, on ne sait pas s'il n'y a pas une négociation plus intelligente, parce que je pense que les femelles, en règle générale, ont été capables de développer des stratégies de résistance à ces situations-là. Mais toutes les sociétés, et donc c'est ma minute antispéciste, s'organisent avec des règles. Et la société humaine a poussé très très loin l'organisation des règles. Je redis, il y a une chose très intéressante sur l'anglais, c'est la différence entre l'obligation personnelle et l'obligation impersonnelle. L'obligation personnelle, c'est you must, je te dis que tu dois. Et l'obligation impersonnelle, c'est you have to, tu dois parce que tu dois, c'est comme ça. Et je pense que ce dont nous avons besoin pour engager cette transition, c'est une forme d'obligation impersonnelle. Je vais donner deux exemples. L'obligation impersonnelle qui existe déjà. Cette obligation impersonnelle, elle est décidée là effectivement par l'État, c'est celle de mettre sa ceinture de sécurité. Alors là, pour le coup, ça sert à rien. Sur l'alcool au volant, on peut se dire qu'on prévient la vie des autres. Mais la ceinture de sécurité, la personne que ça doit protéger le plus, c'est celle qui boucle sa ceinture de sécurité. Et on accepte, collectivement, peut-être pas vous, mais d'avoir cette obligation-là qui pèse sur chacun d'entre nous, qui peut nous être reprochée, pour lequel nous pouvons avoir une amende si nous ne bouclons pas la ceinture de sécurité. Deuxième exemple, l'usage de tout un tas de choses qui sont plus pratiques. Je vais donner un exemple, la dosette de lait en plastique. Quand vous prenez du café avec du lait ou du thé avec du lait, c'est vachement plus pratique, si vous êtes au bureau ou dehors, d'avoir une dosette de lait en plastique. C'est honnêtement, le plastique à usage unique de cette manière, c'est sur un plan écologique absolument aberrant. Mais c'est super dur de s'en priver quand ça existe. Donc c'est quoi la meilleure solution? Que ça n'existe pas. Parce que comme ça, vous allez vous adapter. Et on a une capacité d'adaptation très très importante. Et quand vous dites on est libre de nos choix, c'est assez faux en fait que tous les sociologues et même les ethnologues qui réfléchissent sur l'espèce humaine comme sur les autres espèces se sont rendus compte que nous intégrons à un système de valeurs qui peut être lié à des dispositions étatiques ou locales ou de représentation sociale ou d'image de soi-même, qui compris la capacité à être empathique
est une expression narcissique parfois de l'image que l'on se renvoie à soi-même de soi-même. Donc l'univers de contraintes dans lequel il évolue, il n'est pas seulement réglementaire, il n'est pas seulement législatif, il ne dépend pas de l'État. Et je redis et je termine, c'est pas seulement étatique la puissance publique elle se décline au niveau local, elle se décline au niveau européen, et oui, il y a des enjeux, et notamment les enjeux écologiques, pour lesquels le périmètre national n'est pas pertinent. En fait, on a une histoire, on fait la leçon de vie, on fait la politique. C'est bien, ça élargit. Vite. Moi, je pense que ce que vous venez de dire est vachement important parce que vous exprimez là une contradiction que je vois dans l'émergence d'une radicalité chez les jeunes, ambiguë, avec des revendications très fortes collectives, avec une volonté aussi très anti-système, anti-tout, qui peut être parfois contre-productive. On le voit il y a certaines négociations, c'est construire des outils de lents, patients, des compromis sur l'assurance chômage européenne, par exemple, il y aura un petit peu de contraintes, partagées, etc. Et parfois, c'est dur de dire que des jeunes radicaux que parfois ils font un peu de contraintes et parfois ces contraintes même pas, on est obligé d'accepter pour que l'autre accepte une partie du chemin pour pouvoir avancer. Et donc ça, je pense qu'on a une jeunesse qui se radicalise avec une volonté de reconstruction, mais parfois pas très claire sur la réalité spinoziste du monde, quoi. Comme dit Spinoza, la liberté, c'est la conscience de la nécessité. On peut prendre une dernière pour vraiment terminer. Oui, monsieur Cudéo, tout à l'heure, oui, allez-y. Non, vous avez beaucoup parlé de régulation, on essaie de régulation pour changer un petit peu l'orientation du système dans lequel on est. Quel est le bon niveau d'intervention? On a l'impression que le bon niveau n'existe pas aujourd'hui. Vous l'avez dit, peut-être trop petit ou trop grand. Niveau d'intervention, l'OMC, c'est patrimoine opérant, les Nations Unies, c'est patrimoine opérant. Quand on parle d'écologie, on revient que c'est un problème national, et on est dans une économie globalisée. Donc on repart à zéro, effectivement, dans la discussion, mais quel serait le bon niveau d'intervention quand on voit que les pays comme les nôtres sont assez peu souverains? Oui, en effet, je suis d'accord avec vous, et par contre, je ne suis pas d'accord ni avec ce qu'a dit Xavier, ni avec ce que dit Cécile Duflot, parce que, bon, au niveau régional, c'est vrai qu'on peut régler un certain nombre de questions, mais en effet, pas les questions de structure des systèmes sociaux, comme je l'ai dit, pas les interdictions dont on parle, bon. Sûrement pas les questions d'aménagement du territoire, parce qu'il faut en effet avoir une vue globale pour pouvoir le faire. Et alors, le niveau européen, moi je veux bien, sauf qu'aujourd'hui, a fortiori le bon niveau pour régler les problèmes climatiques, c'est au niveau mondial ou européen qui précisément n'a pas les institutions qu'il faut pour le faire. Donc dans ces conditions, je dis au moins que subsiste l'État-nation qui lui a ce qu'il faut, qui a une tradition, etc. et qui permettrait en effet une expression démocratique qui au moins adresse les questions dont je parlais, en particulier les questions de cohésion sociale. Je ne sais pas si vous aurez une idée du futur du capitalisme après tout ça, mais on est obligé de se terminer déjà.